Merci beaucoup. Merci. Son Excellence, cher frère, Monsieur Anouar Marouf, ministre des Technologies, de la Communication et de l'économie numérique de la République tunisienne, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement de la République tunisienne, Mesdames et Messieurs les ministres chargés des technologies de l'information et de la communication des pays africains, ma chère sœur, ministre Aurélie, le ministre Kimba, Mesdames et Messieurs les cadres d'organisations privées, chers entrepreneurs et innovateurs représentant les startups de Tunisie, d'Afrique et du monde entier, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom de Smart Africa, c'est un immense plaisir d'être parmi vous pour ce sommet si important des startups africaines dans ce si beau pays qu'est la Tunisie. Le lieu de cet événement n'est pas un choix fortuit. Depuis plusieurs années, en effet, la Tunisie a envoyé un signal fort démontrant son engagement à révolutionner son écosystème des startups, particulièrement et l'Afrique en général. Le continent tout entier a suivi avec beaucoup d'intérêt l'aboutissement du Startup Act en 2018, qui a installé une dynamique forte de soutien aux entreprises innovantes en Tunisie. Ceci est le résultat de l'engagement et la participation de tous les acteurs locaux, inclus le gouvernement tunisien, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les partenaires de développement et les institutions académiques qui ont travaillé d'arrache-pied pour donner un meilleur futur à la jeunesse tunisienne. Grâce à tous vos efforts, l'Afrique et le monde entier peut aujourd'hui bénéficier de l'expérience tunisienne. Votre initiative a eu et continuera d'avoir des répercussions positives bien au-delà des frontières tunisiennes. Ma présence ici aujourd'hui est pour exprimer mon admiration et réitérer mon engagement personnel, mais aussi de toute l'Alliance Smart Africa, de faire rayonner le projet phare du développement des écosystèmes des startups et innovations que la Tunisie porte au sein de l'Alliance Smart Africa au reste du continent africain. Car l'espace Smart Africa nous permet de partager nos expériences pour le développement de notre cher continent. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez déjà, l'Alliance Smart Africa, qui a débuté en octobre 2013 avec 7 chefs d'État à Kigali, au Rwanda, s'est engagée de travailler ensemble afin de tirer parti des technologies de l'information et de la communication pour accélérer le développement socio-économique de l'Afrique. Des 7 premiers pays, je suis très heureux d'annoncer que l'Alliance Smart Africa a grandi en taille et en force. Aujourd'hui, l'Alliance Smart Africa compte 27 États membres pour un marché de plus de 700 millions d'Africains. Les 27 pays membres sont les suivants: Afrique du Sud, l'Algérie qui a joint le 14 septembre passé, l'Angola, le Bénin, Burkina Faso, Cameroun, la République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Gabon, Ghana, Guinée, Kenya, Mali, Niger, Ouganda, Rwanda, Sao Tomé, Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud, Zambie, Tchad, Togo, Tunisie et enfin Zimbabwe. Dans quelques semaines, nous aurons l'honneur et le plaisir d'annoncer l'adhésion de quelques pays additionnels car ils sont en phase de finalisation pour atteindre avant la fin de l'année 1 milliard de population sur 1,2 milliard en Afrique.
L'Alliance compte également plusieurs entreprises du secteur privé, dont Huawei, Facebook, Intel, Tata Communications et des organisations internationales telles que l'Union africaine, l'Union internationale des télécommunications qui lui était basée à Genève et la Banque africaine de développement. L'Alliance Smart Africa est dirigée ensemble par le président, son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et qui est le président du conseil d'administration de Smart Africa, où sont également assis les autres chefs d'État de nos membres, des pays membres. Leur engagement et leadership ont été essentiels à l'évolution rapide de cette plateforme et commencent déjà à avoir un impact sur le continent au travers d'actions concrètes sur le terrain, telles que le projet de réduction des coûts en itinérance qui est roaming, l'interconnexion des pays africains par fibre optique, l'éclosion des villes intelligentes qui était dirigée par le Rwanda, pour ne citer que quelques exemples. Smart Africa rejoint la vision des pères fondateurs de l'Union africaine d'une Afrique intégrée dans les faits, dans les actes et non seulement dans les mots. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, alors que nous entamons ce sommet important, je voudrais souligner que nous, Africains, avons l'opportunité aujourd'hui de transformer notre continent. Le moment d'agir est venu. L'Afrique a la possibilité de tirer parti de l'économie numérique en tant que levier de la croissance et de l'innovation pour devenir les innovateurs, les entrepreneurs et les dirigeants de demain. Les jeunes Africains doivent être dotés de compétences numériques et avoir accès à la technologie et aux marchés essentiels pour prospérer dans une économie mondiale de plus en plus numérisée. Nous devons alors travailler ensemble pour faciliter l'éclosion d'un environnement favorable et le déploiement des startups africains pour l'Afrique et le monde entier. Car je rêve du jour où nous aurons des startups africains qui deviendront des leaders mondiaux et qui participeront au club des géants qui n'est que le privilège de quelques-uns de nos jours. Je rêve du jour où l'Afrique portera, grâce à sa jeunesse vibrante, des startups, le flambeau de l'économie basée sur la connaissance qui représente aujourd'hui la matière première de la 4e révolution industrielle. Je me permets d'exprimer ce rêve car je crois en effet que c'est possible. La nature transfrontalière de la technologie et de l'innovation signifie que nos startups africains peuvent toucher et transformer le monde entier. Nous devons tirer parti de nos jeunes qui constituent aujourd'hui plus de 60% de la population du continent et il nous comble de veiller à ce qu'ils soient à l'avant-garde de la promotion d'une Afrique prochaine. Oui, mesdames et messieurs, c'est à nous qu'incombe le devoir et la responsabilité de changer notre continent. Avec ces quelques remarques, je tiens à vous remercier une fois de plus et vous dire que nous, au niveau du Smart Africa, sommes fermement engagés dans cette révolution et qu'ensemble, nous travaillerons pour créer un impact énorme dans l'histoire de notre beau continent. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. Koné, président de Smart Africa. En fait, j'ai envie de passer maintenant à ce moment solennel. J'ai envie d'inviter de nouveau à mes côtés le CEO de Bamboo Capital, M. Jean-Philippe. Venez me rejoindre. Mettez-vous au niveau du... Et également, je vais appeler un par un tous les ministres représentants des différents pays qui vont signer avec
je n'ai pas signé, c'est une déclaration d'intention. Et je vais bien évidemment appeler M. Koné. J'aurais dû le garder, je pense, ici à mes côtés. M. Koné, donc, pour qu'il puisse me rejoindre. En train de parler. Je vais commencer par appeler les différents ministres pour leur déclaration d'intention. Et je commence par le ministre du Congo RDC. Très content de vous recevoir en Tunisie. C'est votre première mission à l'international, donc fraîchement nommé ministre. Je souhaite que l'Afrique Cup vous portera chance. Vous voulez dire deux mots pour ce que vous voulez, hein? C'est Mohamed? C'est Mohamed? Ok. Bon, alors vous pouvez donc la signature, vous pouvez procéder. Vous allez être aidé pour le protocole par C. Mohamed Alain. Donc c'est une déclaration d'intention, de soutien à Bamboo Capital. Le tout également soutenu, appuyé officiellement par Smart Africa, en la personne de son CEO, M. Koné. Je comptais rappeler les graines d'entrepreneurs, mais ils sont partis. Je me suis dit tant qu'à faire. Ou alors je vais demander qu'on nous mette un petit peu de musique. Sinon je chante. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie que je chante. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Bon courage, comme je disais. Donc, on vous souhaite bonne chance pour votre ministère et pour tous les projets, pour votre pays, le Congo, RDC. J'appelle maintenant, je voulais dire que le Bénin soutient, Madame la Ministre, elle était là, elle a dû partir d'urgence, elle va revenir nous rejoindre tout à l'heure, mais le Bénin officiellement soutient donc Bamboo Capital. Je vais appeler maintenant le ministre du Burkina Faso. Monsieur le ministre, venez nous rejoindre ici sur scène. Vous êtes conseiller, vous êtes ministre conseiller spécial du président de la République du Burkina Faso, pour être plus exact. Alors, Monsieur Koné, moi je vous conseillerais de rester, hein. Mais si vous avez envie de...
Donc je rappelle, c'est une déclaration d'intention de soutien à ce projet Bamboo Capital, un engagement de plusieurs pays. D'ailleurs, je peux les citer tous en attendant. Donc le Congo, RDC, le Bénin, le Burkina Faso, Djibouti, également, bien évidemment, la Tunisie, le Tchad. On ne peut pas signer après, ou tu vois, on peut pas, genre, ils font un petit gribouillage et ils signent tous les papiers après. Ah bon? Mais il y a... Merci, merci, Excellence. Last but not least, comme je disais, donc c'est Congo RDC, Bénin, Burkina, donc Djibouti, Tchad et Tunisie. J'appelle le ministre tunisien pour signer. Voilà, ceux qui signent vont venir signer sur scène. Pour les autres, c'est un engagement, c'est suivre pour l'instant. Donc là, c'est un engagement ferme des pays qui sont arrivés sur scène pour signer. Voilà. Enfin, l'engagement, c'est une déclaration d'intention de soutien. Donc je rappelle nos deux autres signataires à nous rejoindre rapidement pour une photo de groupe. Encore une fois, Monsieur le ministre du Congo, si vous permettez. Monsieur le conseiller du président, conseiller spécial du président du Burkina Faso. Monsieur le conseiller, il est là? Non. Monsieur le conseiller spécial du président du Burkina Faso. J'appelle également Monsieur le conseiller spécial du président de la République de Djibouti. J'appelle également Monsieur le conseiller. J'appelle également le représentant, Monsieur le ministre, du Tchad. Non, il n'est pas là. Voilà. Mais le Tchad a déclaré son intention. Il a même une déclaration signée qui va arriver tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Messieurs les conseillers. On vous remercie. Je garde le ministre Marouf, le ministre tunisien de l'économie numérique. Si vous permettez,
Monsieur le ministre, juste pour quelques petits instants, pour quelques mots, on va appeler votre homologue marocain sur scène. Mais moi, j'ai envie de vous garder avec moi. Donc restez là parce qu'on va tout de suite démarrer. Il y a la remise des labels. Mais j'ai envie d'appeler le secrétaire d'État au numérique, secrétaire d'État à l'investissement du Maroc, à nous rejoindre ici sur scène pour quelques petits mots. Il n'y a pas de déclaration d'intention du Maroc. Hein, ils ne sont pas concernés par cette séquence, c'est ça? Mais quand même quelques mots. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravi d'être ici parce que c'est toujours comme un voyage chez le cousin préféré. Et je voulais dire quelques mots rapides sur pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat, quels sont les ingrédients de cette innovation et de cet écosystème start-up. Il y a d'un côté, je vais commencer par une histoire pour enfants qui en réalité est une histoire pour adultes, hein, je la raconte à mes enfants et d'ailleurs j'en vendrai à celles qui la connaissent. C'est l'histoire des deux petites souris qui tombent dans un pot de lait. Alors ce sont deux petites souris qui tombent dans un pot de lait, la première est très intelligente et elle voit que c'est tout de suite foutu, les parois du seau sont très lisses, elle ne va jamais y arriver, donc elle se laisse mourir dans le lait. Puis la deuxième petite souris, elle est un peu plus naïve. Continue de se débattre, elle débat des pieds et des mains, jusqu'à ce que le lait devienne du lait caillé, et puis elle réussit à sortir du seau. Et je crois que la principale qualité de l'entrepreneur, c'est la ténacité, voire même un grain de folie. Et je crois qu'on a tous besoin que vous soyez bien tous fêlés pour faire toutes ces choses qui, normalement, si vous y réfléchissez, c'est impossible. Ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est qu'il faut des entrepreneurs fêlés, mais il faut aussi un État qui soit, ou des pouvoirs publics qui soient inclusifs. Comme ici avec le Startup Act en Tunisie, mais c'est un exemple qui est donné à tous les autres États, pour dire aux décideurs, tendez la main aux entrepreneurs. Parce que c'est dans la conjonction des deux que vous allez créer de la valeur. Et dans ce cas-là, le thème d'aujourd'hui, c'est la Smart City. Je crois qu'il faut vraiment rapprocher la décision du terrain, des territoires. Il faut emmener plus de décisions d'investissement dans les collectivités territoriales, parce que l'innovation, elle est toujours locale avant de devenir une unicorne mondiale. C'est toujours du territoire que ça part. Donc voilà, je voulais vous dire qu'on est très content d'avoir ces exemples formidables ici en Tunisie. Puis nous aussi, on est sur la même voie. On est sur le point d'adopter un Startup Act suite à une charte de l'investissement. Et donc, cette prise de conscience de l'importance de l'entrepreneuriat, elle est fondamentale. Et donc, je voulais à tous vous dire bravo et remercier Monsieur le ministre pour son accueil. Merci, Monsieur le secrétaire d'État. On va libérer donc notre secrétaire d'État du Maroc, de l'investissement. Et je vais appeler à nous rejoindre, pour nous rejoindre ici sur scène, juste pour quelques mots également, le ministre de l'économie numérique du Niger. Merci. Wow, c'est vraiment une belle salle. Hein? Bonjour à tous. C'est un extrême plaisir pour moi d'être ici. Je ne pouvais pas rater cet événement, surtout que mon frère et moi, ça fait plusieurs mois quand même qu'on essaie de trouver une occasion la plus propice. Et il s'avère que c'est aujourd'hui. Et pour être témoin et surtout participer à cet élan que tout le continent est en train de prendre, n'est-ce pas, pour son envol. J'ai été très sensible aux plus jeunes, hein, n'est-ce pas, les jeunes entrepreneurs. Vraiment, ça me touche profondément parce que déjà une chanson qui dit les jeunes de 7 à 77 ans, n'est-ce pas? Donc, nous sommes tous jeunes ici et c'est des jeunes entrepreneurs, mais surtout parce que il y a juste quelques semaines, nous avons lancé une compétition. En fait, on organise une compétition nationale sur le numérique au Niger qu'on appelle Itakara. On a lancé la version jeune, justement, de cette compétition il y a quelques semaines. Donc, je pense là aussi, c'est un clin d'œil peut-être à ce qui se passe sur le continent. Nous sommes extrêmement jeunes, il y a un potentiel incroyable. Aujourd'hui, je pense que le pouvoir public, ou bien je ne sais même plus l'administration, on est aussi des États start-up. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on demandait les start-upers, on a levé la main. Et je pense que je ne vais pas être très long, parce que c'est quelque chose d'improvisé, mais nous sommes absolument déterminés à travailler tous ensemble encore plus aujourd'hui qu'hier,
pour faire de ce continent un continent fier, pour contribuer tous ensemble, que ce soit à travers Smart Africa ou le Niger. De notre côté, le projet phare, c'est les villages intelligents. Donc, aller vers les populations, amener la connaissance, la technologie vers les populations, mais aussi à travers les différents organes qui sont à notre disposition, pour surtout qu'ensemble, et c'est important, cette coopération sud-sud soit poussée à son extrême et qu'on puisse vraiment transformer notre continent. Merci infiniment. Je me sens chez moi ici. Je pense que je n'ai pas besoin de le dire. Ben, je suis chez moi. Et vraiment, merci beaucoup. Et surtout, continuons tous ensemble. Merci, mon frère. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci, messieurs les ministres. Je souhaite maintenant donner la parole, avant de passer juste après au discours officiel du ministre de l'économie numérique de Tunisie, M. Anouar Maalouf, et ce qu'on appelle, nous, le label Startup. Plusieurs d'entre vous ont certainement entendu parler de Startup Act, de cette nouvelle aventure tunisienne. Vous allez avoir devant vous une vague, entre guillemets, comme on l'appelle. C'est tous les mois, il y a des nouvelles startups qui sont labellisées. Et ça va se passer sous vos yeux, juste après les deux prochains discours, les deux derniers. Le prochain, avant celui du ministre de l'économie numérique, c'est celui de l'ambassadeur d'Allemagne en Tunisie, M. Andreas Reinecke. Excellence, venez nous rejoindre, on peut l'applaudir. L'Allemagne qui, à travers la GIZ, est l'un des plus importants soutiens à AfriCup. Voilà, Excellence. Bonjour. Bonjour. Good morning. And I must say I'm very impressed what I've seen today. Particularly the youngsters in the morning, and Wasim, honestly, I think we know already who one day will take our place. I was very impressed because what I've seen this morning and until today confirms a couple of convictions of my government. One is Africa is the continent of the 21st century. And the other one is the Africans know best how to develop their continent. And another one is we as Europeans and as Germans can take a lot of lessons from you because you have very good ideas which can help us in our country and in our continent. And there's another conviction which we as Germany believe, and that is that to develop a continent, to develop a country, governments are needed to set the frame, business frame. But the real ideas and the real innovations do come from private initiatives and private business. And I think what we have seen today and what we will see and what we do see in Tunisia is really a confirmation of this conviction which we do have. But we don't only speak of Africa. There are a couple of real challenges which we all face. Just to give you a few, climate is the big issue. It is not a new issue, but we are discovering it as a political issue because we more and more feel the consequences of the changes in the climate. Another issue is overpopulation. When I went to school, there were 3 billion people on this globe. Now there are 7.5 billion still growing. This comes with overuse of natural resources. We do spend more natural resources per year than actually grow on this continent. So these are all challenges which we all face and where we need answers. And we do believe that the digital world can provide many answers, maybe not all, but many answers to these questions. And that's why we and my government is supporting initiatives like this and other initiatives through GIZ and others. The German Chancellor has called for, as a presidency of the G20,
for the compact with Africa to support businesses in Africa and create business climates. 11 countries are responding. So there are a couple of initiatives, and we are very proud to be with you, and we are proud to accompany African companies in African states on their part of the development, and we have confidence in you, and we wish you good luck and a very well future. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Andrés Reinecke, ambassadeur d'Allemagne en Tunisie. Merci Stéphane. Bonjour mesdames et messieurs. C'est un immense plaisir pour moi de m'adresser à l'ensemble de cette salle que je vois complètement remplie et qui dénote, je pense, l'intérêt que nous tous ici avons pour non seulement la thématique, les Smart Cities, mais aussi pour ces jeunes entrepreneurs qui sont mis à l'honneur avec cet événement. Et je voudrais démarrer en remerciant la Tunisie ainsi que tous les partenaires qui ont rendu possible l'organisation de AfriCup. Je disais que j'étais heureuse de prendre la parole parce que, de mon point de vue, la question que nous discutons ce matin est une question essentielle pour nos pays africains. Cette opportunité liée aux Smart Cities devient de plus en plus non pas une problématique ou un concept tendance, mais plutôt, je vais dire, une nécessité. Et je pense que nous en avons tous conscience. Alors, je pense que les postulats sont très clairs. Cela a certainement été évoqué à plusieurs reprises. L'Afrique, notre continent, qui s'urbanise de plus en plus rapidement, un continent qui, selon la Banque mondiale, donc certains chiffres, d'ici 2030 comptera près d'1 milliard d'Africains qui vivra en zone urbaine. Et 1 milliard de personnes qui vivent en zone urbaine, vous êtes d'accord avec moi qu'il est nécessaire, dans un contexte de rareté de ressources, un contexte accru de réchauffement climatique et d'autres transformations que nous voyons dans notre environnement et dans notre quotidien, eh bien, il est nécessaire de prévoir à l'avance comment cette masse de personnes qui vivront dans ces zones urbaines, dans ces villes, devront vivre donc en harmonie et permettre qu'il y ait une croissance inclusive et durable dans nos différents pays. Je disais donc qu'aller vers les villes intelligentes pour les pays africains, pour nos pays africains, n'est pas qu'une tendance, c'est une nécessité. Et comme nécessité est mère de rentabilité, à condition bien entendu de saisir les opportunités qui sont liées à ces nouveaux besoins, je voudrais ici partager avec vous 3 considérations essentielles qui, de mon point de vue, montrent le chemin pour non seulement les entrepreneurs, non seulement les pouvoirs publics, mais aussi les citoyens que nous sommes d'abord à la base. Le premier point de réflexion pour moi vient avec une assertion qui est que, eh bien, il n'y a pas un modèle unique de Smart City, de ville intelligente. Nos pays, nos communautés, nos citoyens ont leur propre histoire, leur propre culture. Et cela se reflète forcément dans le modèle de ville intelligente que nous envisageons. Par exemple, au Bénin, dans mon pays, nous avons un projet phare de mise en place d'une ville intelligente qui répond à nos aspirations et à notre vision. Ce projet, Semecity, que beaucoup connaissent, est un projet qui se veut être un centre d'innovation ouverte, un centre qui va positionner donc le Bénin comme un pays de croissance inclusive et durable à travers le développement
de notre ville intelligente et le modèle que cela constituera pour le pays et pour le continent. Nous imaginons CME-City comme un living lab, donc un centre de prototypage grandeur nature. C'est plus qu'un Fab Lab, c'est plus qu'un prototypage sur la base de modèles. Nous voulons qu'il y ait de la co-création en grandeur nature. Et cette ville, donc cette cité de l'innovation et du savoir, une cité internationale, va en fait permettre de mettre ensemble un réseau de partenaires divers, et le fait déjà d'ailleurs, constitué non seulement de chercheurs, mais aussi d'entrepreneurs qui gèrent des entreprises non seulement nationales, mais à l'international, de personnes qui sont spécialisées dans l'environnement, dans la gestion de l'énergie, etc. Donc une multitude d'acteurs qu'on met ensemble et qu'on tourne vers la résolution de problèmes concrets. Cette cité se déploie dans une ville qui s'appelle Sémé, et la ville de Sémé au Bénin est située à un carrefour stratégique entre Cotonou, la capitale économique, Porto Novo, la capitale administrative, et Lagos, la capitale du Nigeria, où, comme vous le savez, tout à l'heure je l'ai vu sur le graphe qui était montré, on a une population énorme de près de 20 millions d'habitants. Donc, CME-City, notre cité internationale de l'innovation et du savoir, se positionne à ce carrefour stratégique et est un espace de co-construction, de co-création en grandeur nature. Et je vous invite, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce projet, à regarder sur Internet et à nous rendre visite au Bénin pour apporter votre expertise sur ce volet. Je disais donc qu'il n'y a pas de modèle unique de ville intelligente. Et nos startups, ces jeunes entrepreneurs, eh bien, pour vous, cela représente une opportunité considérable parce qu'en étant acteurs, disons, de ces pays-là, en étant les personnes à même de comprendre les contextes, les cultures et les histoires que renferment nos pays et nos villes, vous êtes en mesure de pouvoir nous proposer des solutions qui sont les plus adaptées à notre vision. J'ai parlé de 3 points de considération. Le second point de considération, c'est que pour ces startups, en tant qu'acteurs et à la fois acteurs et bénéficiaires, eh bien, vous avez une position sans égale sur les questions liées aux villes intelligentes. Et je m'explique. Il y a une start-up béninoise qui s'appelle Alivo Technologies, qui propose des services de gestion du trafic urbain et qui est partie d'un constat simple, qui est celui que dans nos villes africaines, en tout cas au Bénin, eh bien, les feux tricolores qui sont à nos carrefours sont en fait souvent en panne. Et nous n'arrivons pas, lorsque ces feux sont en panne, à trouver rapidement des expertises qui puissent venir permettre de relever rapidement ces pannes et de permettre que la circulation reprenne convenablement. En plus de cela, lorsqu'il faut remplacer ces systèmes, il faut forcément recourir à des prestataires externes, des spécialistes qui viennent de l'étranger et qui donc coûtent plus cher dans nos budgets au plan national. Et donc, ils ont eu l'idée de bâtir une technologie locale et une expertise locale qui tient également compte des besoins ou des contraintes que nous avons sur le plan de l'électricité pour répondre aux besoins légitimes d'avoir des feux de signalisation pour réguler la circulation. Et par là même permettre que les forces de sécurité puissent, être déployées sur d'autres problématiques que la régulation de la circulation.
Alors, qui mieux que de jeunes Béninois qui vivent au Bénin, qui chaque jour traversent des carrefours et qui observent ces comportements ou en tout cas ces difficultés que je viens de décrire, qui mieux qu'eux pouvait imaginer une telle solution? Et c'est pour ça que je dis que, en tant qu'acteur et à la fois bénéficiaire, eh bien, nos jeunes entrepreneurs sont les mieux placés pour nous proposer des solutions en mesure de pouvoir répondre à nos besoins de construction et de mise en place de nos villes intelligentes, parce qu'ils vivent dans ces villes. Ils savent les problèmes et les difficultés que nous devons prendre en charge. Le troisième point de considération que je voudrais partager avec vous, je pense, reste la recherche de partenariats. Le partenariat, et on en parlait encore ce matin avec un collègue, le partenariat pour moi, c'est le chemin vers non seulement la qualité, mais aussi la célérité dans la mise en œuvre de nos villes intelligentes. Nous avons un adage africain que je me garderai de, je me garderai de donner la paternité à un seul pays africain. Je dirais que c'est un adage africain qui dit que seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et je crois fermement que dans la construction de ces smart cities, de ces smart villages, parce que nous avons aussi, lorsque nous prenons la considération liée aux régions rurales, la possibilité d'amener en fait ces nouvelles, façons de construire, de les amener dans les villages, au-delà des villes. Et on le fera d'autant mieux qu'on recherchera des partenariats. Des partenariats aussi bien sur le volet, par exemple, énergétique, le volet lié aux matériaux qu'on peut utiliser pour construire les villes et les villages, mais aussi des partenariats, disons, improbables, auxquels on ne penserait pas en premier lieu. Et pour ça, je voudrais vous parler de deux petites choses. La première, c'est bien évidemment, et je le dis avec fierté, une de nos startups qui propose que l'ensemble des fonctionnaires de l'État deviennent ses fournisseurs en poissons. Parce qu'il est justement parti du constat que, eh bien, nous continuons d'importer des tonnes et des tonnes de poissons chaque année pour nourrir notre population. Et il s'est dit, mais tiens, nous avons aussi des personnes qui sont en mesure de devenir des éleveurs de poissons. Et donc, il veut faire des kits pour que des individus comme moi qui ne s'y connaissent pas forcément en élevage de poissons puissent rapidement mettre en place des petites structures. Et lui, il se charge de les récupérer pour les commercialiser. Donc, innover comme ça dans la chaîne de valeur, transformer chaque individu en producteur afin de pouvoir avoir la quantité qu'il faut pour commercialiser, sont des concepts innovants qui vont au-delà de ceux que nous avons l'habitude de considérer traditionnellement. Et je vais finir, mesdames et messieurs, en vous parlant encore une fois de SEMECITY. Je parlais de partenariat. Eh bien, hier, nous avons lancé un appel à projet, un appel à co-construction au niveau de notre projet phare de SEMECITY, afin que nous puissions avoir des projets dans le domaine de l'éco-construction et des énergies renouvelables pour la ville de Sémé, la ville intelligente de Sémé, donc pour SEMECITY. Donc si vous êtes intéressés, je serais très ravie, moi et mon équipe, de vous donner des informations relativement à ce challenge qui a été lancé hier et qui court jusqu'au 20 octobre. Et j'espère que, et c'est ce que nous espérons également à travers cet appel, c'est qu'il y ait des partenariats sud-sud, donc des partenariats entre jeunes entrepreneurs africains qui puissent proposer des solutions sur la base de leurs expertises, de leurs expériences, afin que nous puissions ensemble construire cette ville intelligente. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une fructueuse journée. Monsieur le ministre, si vous voulez répondre à cette question.
Oui, je ne sais pas si c'est politique, je pense que tout est politique finalement, mais en fait c'est une question de société. Aujourd'hui, en tout cas pour peut-être le cas du Niger, ce que je peux dire, nous sommes, peut-être je vais donner deux exemples. Le mois prochain, par exemple, nous allons lancer la première académie de codage du pays. Okay? Et c'est une académie qu'on va lancer avec 50% de femmes ou de filles. Donc dès le départ, on va avec une question de parité. Ça, c'est un. Deux, nous avons mis en place récemment un agritech parce que nous sommes en train de mettre en place en fait une espèce de technopole, mais technopole n'est même pas, c'est pas faire justice à ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt une espèce de super laboratoire des ODD. Et j'étais au Maroc récemment à l'OCP justement et on devait visiter cette institution. Donc on vient de mettre en place un agritech et autour duquel, si vous voulez, une des activités, c'est justement porté sur le genre, sur les femmes. Parce qu'au Niger, surtout en ce qui concerne les cultures maraîchères et autres, il y a beaucoup de coopératives de femmes qui s'occupent de cela. Donc nous avons un pôle qui va travailler là-dessus. Moi, personnellement, au niveau de mon institution, l'année dernière, nous avons pris un groupe de femmes qui sont dans la transformation des produits agricoles pour les former, les initier au numérique. Et nous avons un projet que nous sommes en train de lancer, qu'on appelle un projet de volontaire du numérique, pour aller justement accompagner ces groupes de coopératives, les former, développer des applications et des solutions pour eux. Je ne parle pas du côté financier qui, je pense, de plus en plus, on voit bien au niveau de l'accès au crédit. La plupart, en tout cas, des projets que nous montons, la partie, comme on appelle, genre, est quand même assez favorable. Je ne sais pas si j'ai entièrement répondu à votre question, mais peut-être que ça plante on plante un peu le décor. La question du genre, elle est absolument prise en compte dès le départ. Et en tout cas, nous essayons à notre niveau d'en faire. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce panel, M. Alioune. Rapidement, peut-être que la plupart d'entre vous savent exactement qu'est-ce que Smart Africa fait, mais avant d'aller là-bas, aujourd'hui, nous faisons face à une situation, si je veux vraiment parler de l'état des lieux, l'Afrique a 1 milliard 200, 1 milliard 300 millions de population. Et on parle de financing, financer, ou alors je dirais investir, parce qu'il y a une différence entre financer et investir. Financer, on sent que vraiment il y a une obligation de le faire, et investir, il faut qu'il y ait une opportunité, par exemple, qui se présente. 1 milliard 300 millions, 1 milliard 200 millions de population, nous avons une jeunesse qui a moins de 30 ans, à peu près 800 millions de population. Et on regarde l'écosystème de l'Afrique, où est-ce qu'on est exactement. Vous savez, je vais partager quelque chose avec vous. L'Afrique, 55 pays. L'Afrique n'est pas un continent pauvre. Parce qu'on ne colonise pas un continent pauvre. Quand un endroit est pauvre, on ne colonise pas cet endroit. Mais il est important pour les Africains de prendre leurs propres responsabilités. Pourquoi? Quand on regarde l'écosystème, d'où est-ce que les pays occidentaux, alors au lieu d'appeler les pays occidentaux, je dirais les pays équipés et les pays non équipés. Pourquoi je dis ça? Parce que la différence entre les Occidents et l'Afrique, ils sont équipés en matière de matériel. Mais tout a commencé quelque part. En regardant cette population de 1 milliard 200 millions de population, est-ce que vous savez qu'il n'y a que 46% de la population africaine qui n'est pas identifiée? Donc en parlant de cela, quand on parle de financement, ça commence d'abord par la question, qui êtes-vous? Pourquoi je pose cette question? Nous avons les banques multinationales en Afrique. Pourquoi les banques multinationales n'investissent pas? C'est une opportunité en Afrique
la transformation numérique. La banque ne finance pas parce que la banque ne connaît pas la jeunesse. La banque ne sait pas qui vous êtes. Si la banque veut faire son KYC, la banque ne sait pas qui vous êtes. Donc ça commence d'abord par l'identification. Qui êtes-vous en tant qu'individu ou qui êtes-vous en tant qu'entreprise informelle? Vous savez, le Silicon Valley a été financé comment? Ça a été financé par les grands groupes. They believed in something. Ils ont cru en quelque chose. Ils ont vu la transformation numérique dans les 90 et se sont embarqués là-dessus. Mais les États-Unis et la France et l'Europe en général, c'est complètement différent de l'Afrique. Parce que quand les banques veulent faire leur KYC, basé sur le système de legacy que les pays occidentaux ont, quand je dis legacy, quand vous êtes né, vous avez un extrait de naissance, vous avez une carte d'identité biométrique, vous avez un numéro de social sécurité, vous avez une adresse, on sait où vous retrouvez. Donc, les risques sont mitigés. Les multinationales, je l'ai dit ici en Afrique, les banques, c'est des dépositaires d'argent, ce ne sont pas des investisseurs. Vous prenez n'importe quelle banque, la plupart des banques en Afrique, c'est les grands groupes qui viennent de l'Europe ou alors des États-Unis ou ailleurs. Leur rôle, c'est de faire de l'argent en Afrique. Ce n'est pas de prendre des risques, dont le risque est très très calculé. Donc il revient à nous, les Africains, des banques africaines, des institutions financières africaines, de croire à notre destin. Tant qu'on ne croit pas à notre jeunesse, à notre destin, on n'ira nulle part. Et c'est le lieu de le dire ici. La colonisation à l'époque était basée sur les ressources du pays, qui est finite, qui finit, qui a des limites. Mais la nouvelle colonisation qui est basée sur l'information, c'est complètement infinite. La plupart d'entre vous ici, quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous regardez dans un premier temps? Vous regardez le WhatsApp. Qui a créé le WhatsApp? Vous regardez les réseaux sociaux. C'est américain. WhatsApp est américain. Facebook est américain. Indirectement, nous sommes tous colonisés numériquement. Que ce soit européen, que ce soit asiatique, que ce soit Central America, vous êtes colonisés tant que les données ne sont pas sur votre continent et vous n'avez pas le contrôle. L'Afrique est le seul continent où il n'y a pas de gouvernance des données. On n'a pas de GDPR, General Data Protection Regulation, que l'Europe a fait passer. 12 serveurs dans le monde contiennent ou alors gouvernent l'information sur la planète Terre. Sur les 12 serveurs, il y a 9 serveurs aux États-Unis, 2 serveurs en Angleterre et 1 serveur au Japon. L'Angleterre, c'est l'allié des États-Unis. Le Japon, c'est l'allié des États-Unis. Donc, où est votre liberté? Ça, c'est une question fondamentale. Il est lieu de le dire aussi en Afrique. La richesse d'un pays ou la pauvreté d'un pays n'est pas le problème fatal. Ce qui est fatal, c'est la désorganisation au sein d'une richesse. Car un pays africain pauvre, mieux organisé, a les fondamentaux d'une croissance soutenable. Mais un pays qui a des ressources en Afrique et qui n'est pas organisé, c'est complètement fatal. Et on trouve une corrélation directe entre le développement du capital humain et la richesse d'un pays. Vous verrez, la plupart des pays africains qui ont des ressources minières, ils ne se sont pas concentrés sur le développement du capital. Quand je dis capital, la ressource que vous avez humaine. Identifier les personnes, convertir l'informel au formel, parce que c'est ça que vous avez comme ressource. Car pourquoi nous parlons d'une connaissance, d'une économie basée sur la connaissance?
D'abord, data devient information. Une collection de données devient une information. L'information devient connaissance. Connaissance devient sagesse. La nouvelle ressource aujourd'hui, c'est l'information. Et cette information, ce n'est pas les Bill Gates, bon, il n'est plus là, ce n'est pas les Mark Zuckerberg qui décideront, qui viendront en Afrique et développer l'écosystème des data, de l'information pour les Africains. C'est un rêve, car la transformation numérique est toujours dans le contexte local. On voit aujourd'hui l'Europe, la France particulièrement, a pris beaucoup du succès de mobile money. Et ce n'est pas venu par hasard. Dans les 90, si Safaricom devait demander l'autorisation du régulateur de Kenya pour lancer le mobile money, ça ne se passera jamais. Et c'était un risque calculé. Et je vous dis ici deux choses dans la vie. Il y a une chose que Dieu a distribuée équitablement, c'est la matière grise. Et une autre chose, la deuxième chose que Dieu a distribuée, pas avec égalité, c'est la jeunesse africaine. Vous ne trouverez jamais un continent où il y a 800 millions de personnes qui ont moins de 30 ans. Et c'est ça qui est l'opportunité en Afrique. Mais c'est seulement une opportunité si nous prenons notre destin en main et nous croyons en notre jeunesse. Faire confiance en notre jeunesse, croire en notre avenir pour financer. Ce n'est pas Citibank qui viendra financer. Les sources de financement sont plusieurs. Mais avant de financer, c'est ce que j'ai dit, il y a l'identification. I don't know you, je ne vous connais pas. Alors nous parlons aujourd'hui, c'est la veille de CFTA, qui est la ZLECA, la zone libre d'échange continentale. Comment cela se passera si moi je ne connais pas qui est mon voisin? La Norvège a reçu l'identification aujourd'hui au point où on fait du peer-to-peer lending. C'est-à-dire, moi j'ai des véhicules, il y a un individu, une personne va m'approcher, vous pouvez me passer votre voiture, je vais louer votre voiture pendant le week-end, je donne ma carte d'identité, il y a une application, on scanne, ça fait de l'authentification avec la base de données de l'État, cette personne vous pouvez lui louer parce que je sais où il habite, je sais qui il est, je sais où il habite, je sais de quoi il est capable. En Afrique, pose-toi la question. Donc avant de parler de financement, pourquoi on ne finance pas? Est-ce que nos gouvernements ont fait leur rôle, ont joué leur rôle? Raison pour laquelle je vraiment félicite la Tunisie de prendre l'initiative et le volant pour conduire le Startup Act au sein de Smart Africa. C'est très important, identifier nos jeunes, nos entrepreneurs, et c'est à nous maintenant de promouvoir ça auprès des chefs d'État, auprès de nos Head of the State, pour accompagner. Parce qu'il y a plusieurs manières. Pourquoi SBA, Small Business Administration, a été créé aux États-Unis? C'est par manque de financement conventionnel, puisque les banques ne faisaient pas confiance à l'époque. Donc SBA devait se mêler, trouver des voies et moyens de financement pour les startups américains, les accompagner avec des termes qui sont beaucoup plus intéressants. Je vais laisser le floor pour qu'on discute le reste. On rentre dans le cœur du débat et c'est tout ce que j'avais à dire en tant que Smart Africa. Merci. Creating now an ecosystem about startup, because even the Startup Act that you have in Tunisia, which is very advanced, we have not finished with the law. We are constructing, we are building the law, and we hope that in the next coming months, we'll pass it before the Assembly, the National Assembly, in order to take it like in Tunisia. It's a bit new for us. We are working on that, but even if it's new, the fact is the law follow more, people are more quick than the law in Africa, in most of countries. Sometimes we have some of young people have finished with something, and then we have to take laws to follow.
This is the fact. So what we are doing in Mali is to be more quick or follow the young people. When something is changing quickly, we want to take some law and adapt it to adapt more quickly than, because sometimes, let me take the example. The first speaker was talking about Korea, saying that what we can do what we do is in Korea is not the same that we have to do in African countries, for example. The fact is, even if in African countries, we have some people who go take some example, do it or stay in their laboratories, create some application, but not, they don't include people who have to use these applications. I don't know if you understand. Yeah. So it's not like if we go in Korea or in Afghanistan and take some example there and bring it in our countries, we don't include people that have to use our solutions. So what we have to improve is to work with people who have to use the solution that we will give to them. Because we have some geeks, they are in the laboratories, in the house, in the rooms, they create solution and they come and they say, okay, this solution can work because I had a problem. Yesterday, for example, I received an investor with a solution, a very good solution, but he was talking about that I had a problem. The problem was mine, and I found the solution for that. The solution is genius, okay? But me, I'm not in the same situation than him. So it can be good for him, but if I'm not implicated, I will only say, okay, it's good. It can permit me to make money, but me as official, how it can touch me. Yeah. I don't know if you understand. Yes, thank you. And we had that conversation. So, Lena, I wanted to ask you. My colleague has said is that many times the entrepreneurs and startups design without looking directly into what's the problem is existing. And I can use our example now in Uganda. We begin from the problem side, because if there's a problem to be solved, there's always capital to follow it. For example, homelessness or problems in agriculture, climate change, pests, desertification. When we've made an effort to look for these problems wherever they exist in the various sectors, education, health, agriculture, and once these problems have been found, then they are displayed as problems, and innovators, or call it application developers within the ecosystem, can then come up with ways of resolving these problems. And then as government, we ensure that we match some of these problem solvers with the people who need these problems solved. For example, the problems in the agriculture with the Ministry of Agriculture, which would have otherwise used the resources for a more complex solution. These resources can then be used to build up the startups and then plowed back into the ecosystem. Thank you. Thank you.